Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup d'être là. Je suis très content. Sans révéler mon âge de 54 ans, je vous dirais que mon premier cours était exactement dans cette salle-ci. On était 117 inscrits en biologie en 1981. On a fini 37. Et je vois que c'est les mêmes bancs. C'est très drôle parce que vous avez une petite tablette. Évidemment, dans mon temps, il n'y avait pas d'ordinateur. Vous avez une petite tablette. Essayez d'imaginer un cours de 4-3 heures avec cette petite tablette quand vous êtes gaucher. Vous êtes complètement dans le vide. Alors, c'était ça dans le temps. C'était ça l'éducation. Mais très bonne université, très content d'être de retour pour vous parler d'environnement, un peu d'économie, de ce livre, L'outil des illusions, qui raconte un peu ces 25 dernières années pour moi. 25 années où, il faut dire, au début, c'était, je pensais changer le monde. Je pensais sauver le monde. Et on est parti avec, je dis on parce qu'il y a toujours une équipe, évidemment, qui nous accompagne dans ces grandes expéditions, avec cette idée vraiment qu'il était temps de montrer l'urgence d'agir. Et là, on est, la première expédition, on a acheté le bateau en 2000. J'ai fait mes études en biologie ici, comme vous le savez. J'ai commencé à donner des conférences parce que je travaillais sur les baleines. Et c'est très drôle parce que je revenais ici avec mes diapositives dans le temps et je montrais des photos de baleines, de mes travaux de recherche dans le Saint-Laurent quand j'étais au lac. Et je montrais des photos d'eau fin, par exemple. Nous, on disait, c'est pas pris ici. C'est pour vous montrer comment il y avait très peu de connaissances. On a commencé vraiment la recherche sur les baleines dans le Saint-Laurent. Moi, ça m'a passionné. Ce qui fait que j'arrivais tout le temps à ma session d'automne vers les intras, parce que j'étais vraiment sur le terrain avant ça. J'avais plein d'amis qui prenaient des notes pour moi. C'était tout manuscrit, évidemment. Puis là, on faisait des photocopies. Et je gavais ces notes-là juste avant les examens. Je vous conseille de ne pas faire ça. Parallèlement, je travaillais pour le Service canadien de la faune et je travaillais beaucoup dans le Nord sur les oiseaux. J'étais un ornithologue. J'étais d'ailleurs pendant une année président de la Société d'ornithologie de l'Estrie, la SILO, maintenant, je ne sais pas si ça existe encore. Bref, ça ne rajoute pas, mais j'allais beaucoup travailler dans le Nord et j'étais passionné par l'Arctique, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionné et j'avais ce rêve d'acheter un grand voilier. Le Sedna 4, en fait, pour vous dire, au début, on regardait pour un 65 pieds. C'est tout avec un 165 pieds. C'était probablement la pire décision de ma vie. En faisant ça, je savais que j'allais être cassé pour le restant de mes jours. Alors ça, je ne me suis pas trompé. Et donc, on a fait une première expédition. C'était une mission arctique. Et on est vraiment parti à une époque, 2002, ça fait pas longtemps. Et l'Arctique, ça ressemblait à ça. Vraiment, en été, peu d'eau libre, beaucoup d'ours polaires. Quand vous avez une femelle avec ses deux jeunes, quand vous avez une femelle avec ses deux jeunes, c'est parce que la procréation va bien. C'était vraiment magnifique à ce temps-là. Et je vous ai préparé une petite vidéo, juste pour vous montrer la différence, parce qu'on est retourné en 2015. Alors, juste voir comment ça a évolué tout ça. Même endroit, même période. En 2002, durant sa tentative de franchir le passage du Nord-Ouest, le voilier Sedna 4 n'a d'autre choix que de cesser sa progression vers le nord, coincé par les glaces dérivantes qui menacent le grand voilier. L'équipage, épaulé par un avion de reconnaissance du Service canadien des glaces, est dans une impasse. L'équipage doit affronter des conditions qu'il s'était pourtant promis d'éviter. Les chocs de la glace contre la coque d'acier n'annoncent rien de bon.
Finalement, une brèche se dégage. Après des heures à chercher les petits passages d'eau libre, le Sedna réussit à se libérer de l'emprise des glaces. Il devient le 7e voilier de l'histoire à réussir le passage du Nord-Ouest, en une seule saison et sans l'assistance d'un brise-glace. Le grand voilier est retourné au même endroit, à la même date, 13 ans plus tard, pour constater les effets du réchauffement sur le territoire arctique. Les constats sont accablants. La banquise n'est désormais plus qu'un souvenir dans plusieurs secteurs de l'Arctique en été. Les premiers signes d'une banquise en devenir soutiennent à peine cet ours impatient. Il s'aventure malgré tout, désespéré de retrouver une glace ferme qui lui permettra de chasser à nouveau. Peut-être un peu d'espoir. Une plaque de glace, fragile mais stable. Assez pour supporter son poids. Mais ce fragment de banquise en formation n'est qu'illusion. Plus loin au large, encore rien pour accueillir l'impatience du seigneur de l'Arctique. Le regard sur l'horizon, l'ours polaire cherche en vain une voie pour survivre. Son avenir repose sur un territoire changeant et instable. Et si rien n'est fait rapidement pour stabiliser la hausse appréhendée des températures de l'Arctique, il pourrait bien devenir la triste icône d'une planète en déclin. Et donc, il y a une accumulation de chaleur qui est énorme. Et donc, l'effet de l'Arctique et de l'Antarctique sur la planète va contribuer à l'augmentation toujours grandissante des températures moyennes.
Et ça va être très important, autant en environnement qu'en économie, de penser à décarboniser cette économie parce que c'est certain qu'il faut continuer. Après cette expédition en Arctique 2002, on est parti pour l'Antarctique. Déjà 2002, mettez-vous dans le contexte, il fallait expliquer c'était quoi des gaz à effet de serre. On n'était pas du tout dans la même notion, je dirais, le même niveau d'éducation. Et il fallait nous trouver une espèce de stunt pour que les gens puissent focusser vraiment sur cette problématique que l'on savait très très grave. On a donc décidé d'aller hiverner en Antarctique et ça a été un voyage plutôt, comment dire, révélateur. On s'est lancé dans des glaces. Il faut comprendre que le Sedna n'est pas un brise-glace. Donc on a vraiment été jusqu'au bout du territoire. On a failli se faire prendre d'ailleurs. Et il y avait cette folie de la jeunesse, peut-être de pousser les limites, peut-être un petit peu trop loin. Et on est rentré, c'est probablement le voyage qui a été le plus significatif de toute ma vie, puisqu'on a passé 430 jours isolés. 430 jours sans évidemment pouvoir surfer sur le net, etc. Avoir une communication téléphonique qui coûtait 15 $ la minute, c'était autre chose. Mais ça nous a permis de rentrer, je dirais, de découvrir des facettes à l'intérieur de chaque membre de l'équipage, parce que vous êtes confronté à cette nature puissante pendant près de 15 mois, sans contact avec vos proches. Et c'est, je dirais, ce contact avec la nature qui ouvre les voies intérieures. Et dans le livre, j'ai essayé de résumer ça un petit peu, où cette espèce d'abandon en nature complet est venu chercher chaque membre d'équipage et qui a transformé notre vie vraiment. Et je pense que c'est à partir de là que je dirais que mon rapport a changé dans la communication de l'urgence d'agir en temps de pandémie. Évidemment, on n'avait pas de lumière, on était dans la pénombre. En fait, le soleil se levait quelque part parce qu'on ne le voyait jamais. Vers 10 heures le matin, on commençait à voir le ciel qui devenait un peu plus clair. Et déjà à 2 heures l'après-midi, c'était la nuit. Donc, il fallait négocier avec ce syndrome de noirceur qui était vraiment difficile et qui amenait évidemment les troupes dans une espèce de déprime naturelle. Alors, aussitôt que le soleil a commencé à revenir un peu, on s'est lancé dans des activités qui nous rappelaient nos racines un peu. Alors, pour réussir cette patinoire, on avait sacrifié, on avait des problèmes d'eau douce, mais on avait décidé de sacrifier. On prenait une douche à peu près aux 10 jours et on lavait notre linge à peu près au mois, c'est pour vous dire comment l'eau était un petit peu rare. Et on avait quand même décidé de sacrifier vraiment beaucoup d'eau douce pour réussir à faire une patinoire. Donc ça montre que les racines, des fois. D'ailleurs, ceux qui veulent savoir, on jouait contre les pingouins aussi. Évidemment, on a établi une relation fantastique avec les animaux qui sont restés là, comme le phoque léopard qui était toujours très sympathique et qui fallait toujours surveiller. Vraiment, jamais lui tourner le dos. Lui, c'est un prédateur, il était peut-être plus difficile. On avait une certaine crainte parce que juste avant nous, il y a une Britannique à la base de Rotterdam, la base britannique, qui était en plongée dans la baie de plus tard, où ils avaient descendu au fond et s'éloigner. Ce sont des prédateurs redoutables, sous le risque d'autres phoques, entre autres, de manchots. Mais il y en avait des plus sympathiques, parce qu'on s'est retrouvés, après, ceux qui ont peut-être vu le film, on avait choisi un premier site d'hivernage, il y a eu une tempête, on a changé de site. Et c'est le seul endroit en Antarctique où il y a eu de la glace en hiver. C'est quand même incroyable. Et donc, tous les animaux qui dépendent de la glace, comme les phoques de Rotterdam, sont venus autour de nous, sont devenus nos voisins. Parce que c'était la seule plaque de glace qui tenait. Et donc, comme lui, c'est Wally, il y avait tous des noms. On est devenus très proches de nos amis les phoques. Sous l'eau également, on faisait une plongée par jour pour vraiment aller voir toute cette faune impressionnante. Et éventuellement, évidemment, il s'est passé quelque chose de très étrange. Après une année, on savait qu'on avait réussi quelque part. Il nous restait à peu près 2 mois à attendre. Et il fallait commencer à préparer le retour. Et avant ça, on avait comme
évacuer nos têtes. On ne pouvait pas vraiment penser au retour, aux proches qui nous attendaient ici. Et après une année, ça nous a comme frappé. Et là, vraiment, ça a été de plus en plus difficile. On approchait de la fin, puis on savait qu'on allait être confronté au retour à ce qu'on appelle la normalité. Je ne suis pas certain si on vit dans la normalité, mais il y avait quelque chose de très, très émotif là-dedans, puisqu'on avait tous des noms, des chums, des familles qui étaient restés sur ce que j'ai appelé dans le livre de Quai des solitudes. Et pendant toute cette année à réfléchir, à être isolé, à voyager au cœur de qui on était convaincus d'une chose, c'est qu'on voulait changer plein de trucs. Et quand vous revenez dans la société, les personnes qui vous attendent, vos amoureux, vos amoureuses, représentent en fait tout ce que vous étiez. Et vous êtes convaincus que vous voulez changer. Donc ça a été vraiment très difficile, un retour très difficile. On était suivis par la NASA, on préparait une mission sur Mars, toujours la même. Et on remplissait des questionnaires psychologiques à chaque semaine. Et on n'est pas con, là. On voyait bien que c'était un peu toujours les mêmes questions qui revenaient. On voyait que nos réponses changeaient au cours de l'année. Et donc, le retour à la société normale a été extrêmement difficile. Ceux qui ont vu le livre vont pouvoir partager ça avec nous parce que c'est une cicatrice, en fait, qu'on garde encore parce que pour moi, il y a eu tellement de familles brisées durant cette expédition que, tu sais, je pense à ces enfants qui ont été séparés pendant trop longtemps de leurs parents et tout ça. Et de cet échec, je dirais, parce qu'on pensait qu'on allait revenir et qu'on allait être plus fort que l'isolement. Mais c'était extrêmement difficile. Il y a eu évidemment une période où on est revenu, beaucoup de médias, etc., trop, en fait. Et ensuite, il fallait organiser un autre voyage. On avait fait l'épaule, mais là, on voulait voir comment marchait l'environnement, comment ça fonctionnait dans le monde ailleurs. Parce qu'on a souvent tendance à faire des jugements sur qui, à partir de qui l'on est. Et là, on voulait vraiment aller voir un peu partout. Donc, on a monté cette mission qui allait être complètement différente. Ça s'appelait 1000 jours par la There's whales everywhere, everywhere. La pêche en mer, qui vise principalement le thon et l'espadon, mais comme il n'y en a plus, ils se sont tournés maintenant vers le requin. Et les requins sont un peu partout sur la planète pêchés de façon excessive, évidemment, pour principalement les fameux ailerons de requin qu'on retrouve dans la soupe d'ailerons de requin, qui en passant n'a aucun goût. L'aileron de requin, ça n'a pas de goût, c'est le bouillon. Mais c'est dans la culture chinoise où c'est à les grands mariages, etc. C'est très chic de servir de la soupe à l'eau de requin. Ce qui fait qu'il y a vraiment un massacre à l'écran nord de la planète, que ce soit sur les palangriers ou encore dans les petits villages où on a été, où vraiment, peu importe si les espèces sont en voie de disparition ou pas, il faut comprendre que les règles en environnement, les parcs que l'on crée, etc., c'est très beau dans les conférences.
France et sur papier, et il n'y a à peu près pas de justice au large, donc il n'y a pas de surveillance, et donc il y a des abus qui se font partout. Et là, ça a été vraiment difficile. Chasse aux dauphins, chasse au cachalot. On était confrontés souvent dans des situations où on devait dénoncer, mais en même temps, on est dans des villages où les gens sont quand même très pauvres. Donc, on était confrontés, c'était les premiers chocs où on s'est dit, on a un regard de gens riches sur des économies et des cultures qui sont complètement différentes. Et tant qu'on va essayer de faire des lois et de passer des règlements qui n'incluent pas ces gens-là, ça va être vraiment difficile. Et c'est ce qui a commencé à ruminer vraiment. Et parce que, vous savez, une image comme celle-là peut avoir toutes sortes de significations. Pour nous, je me souviens, quand j'ai publié cette image-là, ça a fait le tour du web, et les gens trouvaient donc ça épouvantable. Dans ce petit village de Lamadépa, c'est la fête du village. Ils viennent de tuer un cachalot et vont pouvoir manger pendant plusieurs semaines. Encore une fois, on porte des jugements à partir de qui on est. Et quand on est en poste, évidemment, pour prendre des décisions, il faut savoir inclure, et je dirais même vivre les valeurs culturelles différentes qui touchent les différents peuples de cette planète. On a vécu toutes sortes de situations où, ici par exemple, on est en Indonésie. Ce que vous voyez là, c'est la fameuse pêche au cyanure. Alors, encore une fois, pour alimenter les grands restaurants, que ce soit à New York ou même certains dans le quartier chinois de Montréal, on veut maintenant le summum de la consommation du poisson frais, c'est de choisir son poisson dans l'aquarium. On va vous le faire cuire à votre goût et on va vous le servir. Donc, mais ces poissons-là, c'est pas simple de les pêcher. Alors, la plupart du temps, il y a 40% des poissons de ces aquariums qui sont pêchés avec du cyanure. Alors, c'est vraiment super. On se fait une petite bouteille, on fait le mélange, on voit le poisson, on le gèle, si on veut, avec le cyanure. Ce qui est fantastique, c'est que ceux qui mangent ça, évidemment, mangent une chair qui est remplie de cyanure. Mais les récifs coralliens qui sont en dessous vont mourir, parce qu'évidemment, le cyanure va au pêche. Ça, c'est une des méthodes de pêche. La pêche à la dynamite qui est encore pratiquée, qu'on a filmée, qui semble complètement inconcevable. Mais encore une fois, on regarde ça avec des yeux de Nord-Américains et on est un peu scandalisé. Elle nous l'a posé un petit peu plus, mais on a beaucoup eu de contact avec des animaux qui sont fantastiques. Je pense aux orang-outans, par exemple. Mais quand vous voyez l'avenir de ces animaux, parce que vous êtes encore une fois dans des régimes, dans des pays où l'huile de palme, par exemple, va détruire complètement tous les habitats de ces animaux. Et la relation entre les humains et ces animaux, c'est indescriptible. Il en reste presque plus. Rhinocéros en Indonésie, oubliez ça. Éléphants, oubliez ça. Tout ce qui était les plus belles forêts, d'ailleurs les plus carbone, les plus puissants de la planète, sont complètement rasés et brûlés pour la culture d'huile de palme. Alors on peut se dire, c'est donc triste, c'est loin, mais on ne peut pas non plus se bander les yeux devant le fait que cette industrie-là, elle est alimentée par nous, par ce que l'on consomme. Si vous allez dans un supermarché ici, plus de 50% des produits transformés contiennent de l'huile de palme. Alors, d'où l'importance, encore une fois, de votre travail, de ce travail d'éducation, pour qu'on puisse faire une différence à l'échelle de la planète. Alors, il y a eu beaucoup de coups difficiles comme ça. Le plastique dans les océans. On s'est rendu sur ce fameux continent de plastique au large de la Hawaï. J'ai rarement vu une scène aussi difficile à accepter. Vous avez des albatros qui nichent sur l'île de Midway. Et les parents rapportent aux jeunes la nourriture. Et les mâles et les femelles vont alterner. Ils vont confondre le plastique des océans
avec des calmars, avec de la nourriture, et ils vont rapporter chaque année sur l'île 5 tonnes de plastique qui vont être servis comme repas aux oisillons. C'est incroyable. Ce plastique, c'est notre plastique. Il y en a un au large d'Hawaï, c'est pas notre plastique, il y en a un juste ici, au large des Bermudes, à peu près les mêmes concentrations de plastique. C'est notre plastique, c'est notre façon de recycler. Et ce sont des victoires qu'on peut remporter facilement. Quand on ouvrait l'estomac des oisillons morts, ce qu'on retrouvait, c'était incroyable. Des briquets, des tonnes de briquets, des balles de golf, des petits flotteurs, des brosses à dents. Essayez d'imaginer si vous avez une brosse à dents, vous êtes un oisillon, vous l'avez avalé. Un, vous serez pas capable de le régurgiter. Deux, vous n'aurez pas le réflexe de commander de la nourriture parce que votre estomac est rempli. Donc, vraiment tragique. Et ça montre encore une fois comment on est dans une situation environnementale qui est presque catastrophique, je dirais, un peu partout. Pourquoi? Parce que on a été confronté surtout, on a travaillé beaucoup avec les gens ordinaires, un peu partout. Ce que moi j'appelle la masse. Et souvent, on a tendance à penser que nous, on est la masse. Et c'est peut-être pas une bonne idée de se considérer comme la masse. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et leur priorité, c'est de trouver de la nourriture pour les enfants. C'est ça la priorité. Alors, quand on arrivait, nous, avec notre gros beau bateau, nos films, tout ça, qu'on voulait parler d'environnement et de protection, c'est sûr que ça devient difficile de faire passer le message. Et si vous étiez dans cette situation-là, si vos enfants avaient de la misère à avoir de la nourriture un matin, vous feriez probablement la même chose. Encore une fois, dans les décisions que l'on doit prendre, dans les analyses que l'on fait sur les situations, il faut toujours essayer de se remettre dans le contexte des gens que l'on visite, des pays, et de la situation économique qui est complètement différente de nous. Nous, on se demande est-ce que le dernier Mac est plus performant que celui de l'an passé. On est loin de là. La plupart des gens sur cette planète se lèvent le matin et cherchent de la nourriture, nourrir leurs enfants. On a vécu l'expérience peut-être la plus troublante. J'ai travaillé avec un anthropologue américain qui, dans les années 1970, a découvert un peuple qui vit sur une île complètement reculée, mais une minuscule île qui s'appelle Hanuta. L'anthropologue est allé là une année, il a établi des liens avec cette culture qui était inconnue. Il parlait la langue, et j'ai réussi à le convaincre de dire est-ce que ça vous tenterait de retourner sur l'île? Il a accepté, et donc on a eu un contact privilégié. Nous étions les 3e ou 4e contemporains à les visiter. C'était quelque chose de fantastique. Ils n'ont pas d'économie, ils ne vivent que d'un... Les minuscules sont 300, 350. Ils ont le haut de la montagne qui cultive un petit peu, des légumes racines. Et c'est la mer qui les fournit, ce qui est le garde-manger principal. Et ils ont développé des techniques de développement durable sans lire le livre. Parce que si eux ne respectent pas l'environnement, ils vont mourir. Donc, par exemple, ils ferment certains secteurs de pêche. Puis quand je dis secteur de pêche, il faut les voir, là, ils nagent et ils ont un petit pic, puis ils plongent, puis ils piquent le poisson. On ne parle pas de mettre des filets ou des trucs comme ça. Mais déjà, quand ils voient que les stocks commencent à diminuer, ils s'imposent eux-mêmes les propres restrictions qui vont faire qu'il va y avoir une durabilité dans l'exploitation des ressources. Quand on était là sur l'île, bon, évidemment, ils sont au courant de tout. S'ils veulent, ils peuvent repartir en ville, mais c'est un choix de vivre dans une société où il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'argent, et tout le monde s'aide. Évidemment, ils sont 300, 350, ils se reproduisent entre eux, il y a quelques problèmes génétiques. Et c'est impressionnant de voir comment les enfants qui ont des problèmes sont pris en charge par la société. Ça a été un modèle vraiment sociétal qui semblait théorique dans la tête, mais qui était réel là-bas. Et ils connaissent beaucoup de choses, comme ils savent c'est quoi un film, ils savaient ce que l'on propose un film. Ils nous ont demandé est-ce qu'on pourrait voir un film. Fait que là, j'ai parlé avec un anthropologue, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas arriver avec notre
cultures, nos trucs. Et il m'a dit, non, ils savent c'est quoi. Il aimerait ça voir un film. Présente un film, mais je choisis un bon. Fait que là, on était devant notre banque de DVD, puis je dis, mais qu'est-ce qu'on a? On a dit, ah, il aime la mer, ça, on va leur montrer Master of Commander. Tu sais, ça. On leur montre ça, on passe ça. Ils s'ennuyaient, mais ils s'ennuyaient complètement. Alors là, j'ai dit, hey, si on leur montrait ce que nous, on filme, tu sais, des baleines, là, ils sont en train de visionner. Là, les enfants étaient passionnés là, parce qu'il y avait une référence à leur monde, aux baleines, tout ça. Ça a vraiment été formidable. Et je vous ai préparé un petit quelque chose qui est pas à la hauteur de ce qu'on a vécu, mais qui va donner une petite idée de ce qu'on a vécu. À la fin de notre séjour-là, c'était le temps de partir. Ils nous ont habillés dans les costumes traditionnels et on a marché l'île au complet parce qu'on était devenus, on faisait partie de la communauté. Et il y a à la fin, on est assis, ils sont tous autour de nous, il y a une séance de pleurs. Et, bon, si ça avait duré 5 minutes, ça aurait été pas si mal. Ça dure 45 minutes. Ils viennent comme en transe de l'eau. Vous allez voir la morve qui tombe. Et c'est vraiment une décharge émotive complètement folle. Et ça a eu le résultat que quand on s'est levé pour partir, on était, comment dire, complètement soulagé. C'est comme si la peine avait disparu. Je vous laisse. Bon, évidemment, ça ne dure pas 45 minutes. There's always a feeling that this could be my last time. It's so hard to get to that you never know if you're going to be able to come back. And because of all of that, it's always an overwhelming emotional experience to arrive and then again to leave. C'est très difficile de mettre des mots, mais parce que c'est vraiment quelque chose de très émotif. Je suis encore un peu bouleversé. Je pense que c'est le mot le plus... dès qu'on a commencé à s'avancer vers les gens, dès qu'ils ont commencé à chanter, il y avait vraiment... on dirait que toutes les barrières que tu as sont parties, puis il y avait quelque chose d'une expérience. Et je me suis dit, ben, on va le vivre à fond. Et je me suis mis à pleurer. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on dit qu'on est privilégié d'être ici, mais je me suis vraiment senti privilégié. Vraiment. Accepter les différences et à
combattre les disparités qui sont vraiment beaucoup trop grandes dans nos sociétés. Il y a bien sûr un bilan environnemental, climatique à faire également. On n'aura pas le choix. Il va falloir, bon, là vous verrez avec la gamme de français, si on dit décarbonation ou décarbonisation, vous vérifierez, selon le dictionnaire, c'est la décarbonation de l'économie. C'est essentiel. Et en ce sens-là, il y avait des trucs super encourageants. J'étais à Paris lors de la COP 21 et on a pu sentir cette espèce d'énergie formidable où, après 25 ans de demandes faites à différents gouvernements, à cause de deux grands leaders, en fait, de Obama et le président chinois, il y avait eu une entente. Et on a travaillé tellement fort en coulisses pour que ça se fasse. Et il y a eu cet accord de Paris qui a été signé. Tout allait bien. J'étais à Marrakech l'année suivante et là, on commençait à être un petit peu plus inquiet parce qu'il y avait eu des élections américaines entre-temps. Et ça va être intéressant de voir. Ça va être très intéressant au niveau politique de voir est-ce que les États-Unis vont accepter de perdre un certain leadership avec les énergies nouvelles au dépend de la Chine, par exemple, qui investit de façon massive. Si vous avez des conseils économiques à donner demain matin à un client qui veut vous voir et qui dit j'aimerais faire des placements qui vont être profitables pour demain, est-ce que vous lui conseillez d'aller dans les énergies nouvelles ou dans le charbon? Je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Et déjà à Paris, depuis Paris, on a senti qu'il y a des milliers de milliards qui ont déjà transité vers les énergies nouvelles. Donc ce mouvement-là est en marche. Il est bien amorcé. Et on va voir jusqu'à quel point est-ce que l'élection d'une personne aux États-Unis va réussir à ralentir ce mouvement. Je ne pense pas. Oui, bien sûr, on aimerait que ça aille plus vite, mais je pense que le mouvement est quand même bien amorcé. On va devoir faire notre part. Le Québec, évidemment, a des objectifs également. Je les ai mis sur le tableau. Ce sont des cibles que le Québec s'est donné pour la diminution des gaz à effet de serre. Alors, évidemment, il y a beaucoup de travail à faire. Le 37,5 pour 2030, c'est tout un défi. Alors, il va falloir accepter de transformer notre façon de fonctionner. Il va falloir accepter de changer nos habitudes parce que pour le moment, on se dirige pas là encore. C'est faisable, mais il va falloir travailler fort et ça implique tout le monde. Je parle d'un truc dans le livre où, en fait, d'une crainte que j'ai. Encore une fois, parce qu'on est dans des pays qui sont riches, on peut s'acheter une bonne conscience. Et je ne crois pas que c'est une solution. Quand je dis s'acheter une bonne conscience, c'est dire, par exemple, OK, moi je fais 50 voyages en avion par année, je ne réduis pas mon nombre de voyages par année, mais je vais prendre des compensations de carbone, puis je vais donner 60 $, puis quelque part, quelqu'un va planter des arbres. Je ne pense pas que la solution est là. Je ne pense pas qu'on va tous se promener en Tesla demain, et dans les ghettos d'Argentine, j'en ai pas. C'est sûr que ça fait partie de la solution. Mais encore une fois, il faut développer une vision économique et environnementale qui est inclusive, qui va aussi s'adresser à ceux qui sont ailleurs et qui n'ont pas les moyens des technologies. Bien sûr que la mise au point de ces technologies va venir des pays riches, probablement, bien sûr. Mais il faut savoir partager. Il faut savoir inclure. Et il faut savoir miser sur ce qui est, selon moi, le plus important. C'est l'éducation. L'éducation, pour moi, c'est la solution. C'est intéressant, l'ONU a d'ailleurs publié une étude. La meilleure façon de faire évoluer nos sociétés, de changer le monde et l'amener vers des valeurs nouvelles, c'est en misant sur l'éducation, et particulièrement l'éducation des femmes et des enfants. Vous êtes des vecteurs de changement. Vous êtes des gens qui allez prendre le pouvoir ou l'influencer de votre vie.
vous êtes ceux et celles qui allaient faire que ce monde va changer, il va évoluer et il doit évoluer. On ne peut pas poursuivre dans cette façon de faire, ça ne fonctionne pas. Et je ne parle pas de l'ours polaire qu'on voyait sur la glace. Je parle de toutes ces qui vont avoir de plus en plus de difficultés à s'adapter à notre façon de vivre. Il faut absolument trouver une façon de réconcilier les notions économiques et écologiques. Et peut-être qu'une des solutions, c'est peut-être simplement de retourner en nature et de regarder cette beauté, cette simple beauté du monde qui devrait nous inspirer juste un peu plus de respect. Pour préserver la nature dans toute sa beauté et sa fragilité, arriverons-nous à concilier les impératifs écologiques et économiques? Il le faut, car dans cette confrontation entre l'humain et la nature, il risque de n'y avoir ni gagnant ni perdant. Et sans changement rapide et essentiel de nos valeurs de conservation, il risque de n'y avoir que des victimes. C'est clair, on ne rentrera pas dans les objectifs. Et comment on va faire pour rentrer dans les objectifs? Parce qu'on a fait un gros show à Paris, le Canada is back, puis là maintenant il faut assumer, une fois que le show est passé, il faut rendre. Alors ce qu'on va faire, et ça c'est une prédiction tout à fait personnelle, on va acheter des crédits de carbone, donc on va sortir des dizaines de millions de dollars pour faire une compensation. Et donc, on va acheter ça dans des pays qui ont des crédits qui vont vendre, parce qu'eux performent beaucoup mieux que nous en environnement. Et on va nous dire que oui, mais le pétrole, on en a encore besoin, qu'on est dans une période de transition, etc. Mais les engagements qu'on a pris à Paris, ça, au moins, le Canada ne pourra jamais les respecter. Donc, quand je parle de s'acheter une conscience, c'est un petit peu ça. On va faire un chèque, et puis on va remplir nos obligations qui étaient donc belles sur la scène. Écoute, le show à Paris, c'était fantastique. C'est sûr qu'on venait de 10 ans en peu. Sur l'international, c'était très rare. Mais tu vois, donc je pense que quand on aura vraiment, si on pouvait appliquer l'accord de Paris tel quel demain, et si on pouvait y mettre un peu plus de temps, ce serait fantastique. Il y a des gens qui ont critiqué, ils ont dit « Ouais, Paris, c'était pas assez fort. » On a passé des heures à attendre entre c'était un should ou un char. Dans la déclaration finale, c'était char ou should. C'est parti à la Maison-Blanche, ça a été révisé par les avocats, etc. Parce que le should a une valeur obligatoire, si on veut, alors que le char est une intention. Et donc, les 2-3 heures de délai qu'il y a eu avant l'annonce venaient juste de ce char au should. Alors, parfois, c'est à s'arracher les cheveux sur la scène internationale quand on est dans des traités comme ça. Mais bon, c'est quand même un accord qui est bien parce qu'il exige de tous les pays qu'il y aura une amélioration à chaque année et une obligation de bilan également. Oui. Vous avez parlé que pour répondre aux problèmes environnementaux, il va falloir s'attaquer à la question de la justice sociale. Selon moi, ça passe par les pays riches qui doivent aider les pays pauvres à ne pas polluer. Mais comment faire ça, sachant que les pays riches sont comme bâtis leur richesse en polluant? Donc, comment réussir à convaincre? Très bonne question. C'est surtout que j'ai une très bonne réponse.
Nous avons réussi à convaincre le gouvernement du Québec, par exemple, que ça ferait une très très belle annonce à Paris si le gouvernement du Québec devenait une espèce de symbole de leader sur la scène internationale en disant « OK, si on n'aide pas les pays en développement, on ne peut pas leur demander de passer au solaire et à des technologies qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, il faut les aider. » Donc, on a réussi à faire débloquer du gouvernement du Québec un fonds de 25 millions et un accompagnement technologique avec des compagnies d'ici qui vont là-bas. Parce que si on ne les aide pas financièrement, de toute à fait raison, ils ne vont prendre pas, ils vont prendre du charbon, c'est ça qui coûte le moins cher. Donc, c'était pas seulement le 25 millions, qui était quand même beaucoup de sous pour le Québec, mais c'était le symbole que ça envoyait durant la conférence de Paris en disant, comme tu le dis si bien, il faut que les pays riches puissent supporter les pays en développement. Et c'est essentiel. Et il n'y aura pas d'accord de Paris sans ça. En principe, il y a un fonds qui est dédié, de 100 milliards par année, qui est juste pour les pays en développement, pour les aider dans cette transition. Alors, voilà, ça va être ça. D'autres questions? Oui? Ah. Oui? Moi, dans mon travail, j'essaie de travailler avec des citoyens, des entreprises, des municipalités pour qu'ils fassent des petits changements. Puis ce que je trouve décourageant, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'il y aurait un changement de réglementation gouvernementale qui fait en sorte que tout se fait d'un coup sec. Je trouve ça vraiment difficile. C'est un peu ça, le pouvoir de changer les choses. Le petit pas à la fois, des fois, j'ai un petit peu de misère avec ça. Je ne sais pas comment. C'est un message d'espoir. Oui, non, mais en fait, on a changé. Quand je travaillais à l'ONU en biodiversité, évidemment qu'on travaillait au niveau de l'ONU, des pays, etc. Puis, mon Dieu, ça ne bougeait jamais. L'accord de Paris, ça a pris 25 ans. Ça fait longtemps qu'on gueule en haut. Et là, on a changé la stratégie un peu. On passe par les municipalités. Fantastique. Ça bouge tellement. Quand vous descendez dans la hiérarchie décisionnelle, tout d'un coup, ça se met à bouger beaucoup plus rapidement. Et on utilise ça de plus en plus. Mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des villes, parce qu'eux, ils ont les 2 000 ans, ils sont dedans. Donc, quand on passe une réglementation qui est passée par la ville, essayez de vous imaginer la ville de Rio ou Sao Paulo ou Mexico City, combien de monde ça touche? C'est énorme. C'est l'équivalent de pays. Donc, on s'est mis à travailler beaucoup à ce niveau-là, tout en continuant à mettre de la pression, évidemment, sur les gouvernements en haut. Mais tu as parfaitement raison. Souvent, ça prendrait juste une petite réglementation, un petit projet de loi, puis ça changerait complètement les choses. Oui? Ça serait quoi votre meilleur conseil pour essayer de convaincre les gens ou les alerter, je ne sais pas, les gens normaux, mais qui ne s'intéressent pas à l'environnement, qui ne voient pas l'importance, qui ne voient pas comment pas faire des efforts, qui sont un peu la question, c'est ce serait quoi le meilleur conseil à donner aux gens qui ne s'intéressent pas trop à l'environnement, etc. Ça fait quelques années que j'essaie de faire, que je prends toutes sortes de moyens. J'ai fait des films sabotés, j'ai fait des films plus durs, j'ai écrit des livres, on sent qu'il y a un changement qui s'installe. Vous savez, ce qui me fait le plus peur, c'est le temps. Quand je dis que je ne suis pas certain qu'on va y arriver, c'est parce qu'on va manquer de temps. C'est pour ça que je me dis que l'éducation demeure vraiment la clé. J'en ai pas trouvé d'autre. En même temps, moi, je viens de Drummondville. Bon, c'est pas une grande révélation, mais je viens d'une famille très pauvre. Et on avait une espèce de chac sur le bord de la rivière Saint-François. Et c'était l'époque, je vous dis mon âge, c'était l'époque où mon père vivait son cendrier sur le bord du trottoir. Et je me souviens quand l'annexe à l'île était finie dans le Vieux-Chalet, on a roulé ça dans la rivière Saint-François. Même chose avec le frigo. Je vois des yeux qui viennent grands comme ça, mais ceux qui ont mon âge, je veux dire, c'était comme ça, n'est-ce pas, François? Non, mais c'est le charbon. Non, mais c'était comme ça.
il y a eu une évolution. Je regarde les enfants maintenant, les notions d'environnement que ces enfants-là ont comparé à ce que j'avais moi dans le temps. Je n'ai aucune commune mesure. Ceux qui ont des enfants, quand vous en aurez, essayez de faire ça devant vos enfants, ça passe plus. Heureusement. Donc, il y a eu une évolution quand même. Mais il reste beaucoup de travail à faire. Et encore une fois, ce qui me fait peur, c'est le temps. Et pour ça, ça prend des nouveaux leaders qui arrivent avec autre chose que les discours et qui vont mettre en application réellement ce qu'ils ont produit. Un peu en temps, on parlait de justice sociale, mais vous avez dit que le mieux, ce qui serait intéressant, ce serait comme d'investir ou financer pour aider les pays en développement, mais ça ne serait pas plutôt de. Est-ce que ça aurait comme impact d'en permettre d'optimiser leur production pour que nous, on puisse continuer à consommer de façon responsable? Non. Évidemment, il faut que nous, on baisse la consommation, ça c'est certain. Tu vois, dans le programme qu'on a monté, moi je suis allé chercher, en fait, j'étais responsable de ce programme-là et j'ai créé un comité qui a mis en place les règles de ce programme. Je suis allé chercher des monde comme Catherine Potvin, qui est prof à McGill, qui a une grande expérience sur l'international. Et l'idée, c'est de les accompagner. Ce n'est pas d'arriver là, évidemment, en colonisateur. Puis, donc, c'est certain que nous, il y a un travail à faire de notre côté aussi. C'est simplement que ce que j'ai réalisé beaucoup dans le monde, c'est que souvent, on met en place des mesures sans consultation de ces gens-là. Et, je veux dire, c'est tellement pas adapté, là. Ça n'a juste pas de bon sens. Souvent, pour une belle annonce, on va faire des trucs assez... tu sais, il y a des NGO qui ont fait des annonces de grands parcs, des aires marines protégées maintenant qui sont... c'est grand, c'est fantastique. L'annonce est super. Les gens qui vivent là, si tu les empêches de pêcher, ils crèvent. Il y a 1 milliard de personnes sur cette planète qui dépendent du poisson comme apport protéinique juste pour survivre. Si tu arrives et tu leur dis que tu as le droit de pêcher, ça ne fonctionne pas. Donc, essayez d'adapter nos politiques avec les réels. Oui. Mais pourquoi ça serait pas, ça serait-tu une bonne idée de promouvoir la simplicité volontaire au niveau des populations pays développés? Parce que c'est un des gros problèmes. C'est nous autres qui surconsommons. Il faudrait qu'on adapte, qu'on incite les gens à rendre ça populaire, la simplicité volontaire, c'est que les gens consomment moins. Est-ce que c'est ça qui peut être utile en fait? La notion de simplicité volontaire, elle va être difficile à faire passer. Ça, c'est juste en tête. Je vois un peu comment ça se passe. Tu peux y croire ou pas, mais elle va être difficile à faire passer à la masse. Ça, c'est sûr. Je parle pour nous. Eux autres sont déjà en simplicité involontaire, mais et c'est là où ça me fait peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la technologie va venir régler tout le monde. Ça va nécessairement passer également par des nouveaux modèles économiques qui sont à développer. D'ailleurs, ce sera votre travail pour la semaine prochaine. Comment sauver le monde, en fait. Et en watch. Mais, donc, il reste beaucoup de travail à faire. Mais, tu sais, ça prend des espèces de think tank, du monde qui s'assoient, qui réfléchissent, qui regardent, qui n'ont pas des notions que théoriques, mais qui ont vécu, et essayer de trouver des modèles nouveaux. Je n'ai vraiment pas de solution, mais j'ai un petit doute sur la simplicité volontaire. Pas en termes de mesures comme telles, mais en termes de popularité pour faire passer une mesure, ça risque d'être difficile. Et supposons que tu aies un gouvernement, que tu dis demain matin, simplicité volontaire, tu vas avoir combien de votes? Tu comprends, c'est là où tout le système dérape. Tu comprends, c'est là où... c'est pour ça qu'il y a autant de dynamique, puis autant de passe-poids, puis on aide un tel, puis pourquoi il y a de la corruption, etc. C'est que c'est tous ces systèmes qui devraient être changés. Tu sais, moi, je pense que nos parlements ne devraient pas être faits de partis politiques,
mais il devrait être fait de personnes compétentes dans le domaine. Tu sais, une personne en environnement, qu'elle soit rouge, bleue, verte, on s'en fout. C'est la meilleure. Est-ce qu'elle veut le job là? Oui, tu vois. C'est comme ça que ça devrait fonctionner, selon moi. Mais avant qu'on change l'institution du Parlement, oui. Je trouve ça intéressant que vous abordiez les côtés de l'économie et de la justice sociale. Je me demandais, est-ce que justement notre grand fossé entre les sciences sociales et les sciences environnementales, c'est pas justement là un gros problème? C'est peut-être intéressant pour un de vos projets futurs d'essayer de combiner plutôt les sciences économiques avec les sciences environnementales et d'autres sciences, à réussir à trouver une voie commune qui parle un peu à tout le monde. Oui, donc faire un lien peut-être plus évident entre les sciences économiques, les sciences sociales, les sciences environnementales, tellement, tu vois. Et je trouve que l'initiative de François, elle est louable pour ça, tu vois, parce qu'il faut arrêter de voir nos sociétés dans les silos. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais sans envoyer trop de fleurs à François, c'est pas des façons de penser qui sont encore générales, qui sont notamment dans les classes, comme on leur a montré d'être. Donc, ça prend du monde qui arrive avec une nouvelle façon de penser beaucoup plus globale, et c'est ça qu'on a besoin. Et c'est ça qui est la révolution de demain, décloisonner, inclure et penser globalement. Mais vous serez là pour ça. Ce qu'on va plus aussi voir. Oui. Oui, dans le fond, pour ces océans, étant donné que c'est un territoire qu'on partage tous ensemble sur notre planète, comment ça se fait? Est-ce que vous connaissez un moyen qu'on pourrait utiliser pour vraiment diriger, pour mettre des règlements sur la conservation de ces richesses? C'est une bonne question. Tu sais, si rien n'est fait au niveau des océans, 2050, la pêche commerciale, bien sûr, il y en a. Donc, on a perdu 90% des grands poissons dans nos océans, entre autres. On donne chaque année 37 milliards en subventions à l'industrie de la pêche. C'est quand même pas rien. Comme on donne des milliards à l'industrie du gaz et du pétrole. Juste couper ces subventions. C'est parce qu'on se dit tout le temps, faire des grandes réformes, ça coûte tellement cher. Si on coupait déjà ces subventions, ça serait déjà un bon départ. On aurait déjà une bonne banque où on pourrait appuyer. Fin des subventions. Juste la fin des subventions va amener un nettoyage complet dans l'industrie de la pêche et ça va être spectaculaire. Au niveau des océans, c'est extrêmement complexe parce que c'est de juridiction évidemment internationale et commencer à avoir, je dirais, des polices au large, ce serait déjà pas mal. Ce qu'on voit, nous, au large, ça n'a juste pas de bon sens. T'sais. Souvent, tu passes dans certains pays 12 000 au large, c'est fini, tu es en eau internationale, tu peux tout faire. Il y a zéro surveillance. Zéro surveillance. Et ça, ce serait une des choses qui pourrait améliorer. Et respecter les engagements qu'on a pris, par exemple, juste en air marine, on est supposé de protéger davantage. Le Canada est en retard, d'ailleurs, sur ses promesses. Pas surpris, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il faudrait être capable, et ça c'est bon autant pour les océans que pour tout le reste, que la justice sociale et le reste, pouvoir avoir des visions à long terme. En ce moment, on est toujours sur des visions de 4 ans. Tout le temps maximum. Là, on va vous serrer la ceinture vraiment les 2 premières années. On va commencer à la 3e à dire ça va pas si mal, puis à la 4e, la veille des élections, là, les cadeaux vont arriver. Puis on va dire finalement, ça va pas si mal. Là, ça recommence. C'est pas juste ici, là. C'est partout, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas espérer changer si on reporte toujours au pouvoir les mêmes gamiques. J'ai fait une réflexion qui va vous paraître vraiment drôle. Ce qu'on a senti un peu partout, c'est qu'il y avait une espèce de ras-le-bol de l'establishment. Partout. Mais vraiment dans les pays, là, ça se développe partout. Et
Le phénomène Trump aux États-Unis, c'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a senti ailleurs dans le monde. Et ça prenait une très forte démocratie pour que ça arrive. C'est ça qui est étrange quand même. Parce que vous pouvez avoir des pensées comme ça en Indonésie, mais bonne chance, vous ne réussirez pas à changer le pouvoir. Mais aux États-Unis, c'était probablement possible parce que c'est une grande démocratie. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui n'ont pas cru en même temps. Mais cette espèce de ras-le-bol de l'establishment politique, et là, vraiment, à travers le monde, on le sent de plus en plus. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je le sais. Oui? Vous avez invité tout à l'heure à s'engager politiquement pour vous, socialement, pour changer. Mais moi, l'opinion, justement, de militant, vous avez limité, j'imagine, auprès de certains gouvernements qui changent leur politique gouvernementale. Est-ce que vous êtes inquiet de voir qu'on a des gouvernements provinciaux puis aussi fédéraux en ce moment qui se projettent en tant qu'écologistes, si on veut, mais qui, d'une autre main, vont bien faire des constructifs pour stopper les énergies les plus polluantes, ici au Canada? Vous, dans le contexte actuel, est-ce que c'est pour ça que vous nous invitez à nous mobiliser? C'est quoi votre constat, votre lecture politique des gouvernements actuels dans leur volonté réelle de changer les choses? Parce que, partant de là, qu'est-ce qu'on fait? Les plus grandes victoires qu'on a eues ici, c'est des victoires toutes simples. Kakuna, Beluga, du monde dans la rue, tu vois. Nous, on va être là avec la science pour alimenter tout ça, là, tu vois. Mais, pas de sortir et tout casser, là, mais vraiment, il faut qu'il y ait des mobilisations, vraiment des gens, pour comprendre qu'on n'accepte pas ça, tu vois. S'ils veulent faire passer une pipeline au Québec, c'est sûr que ça va passer. C'est sûr et certain. Tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont dit non, pas ici. Tu vois. Ça se prépare, ça se... Et là, c'est là où il faut juste essayer d'être conséquent. On a des gouvernements qui nous promettent quelque chose, et là on dit OK, c'est les moins pires, on va tout. Tu vois. Et c'est rarement respecté. Tu vois. Et c'est là où ça devient difficile, et c'est là où, à un moment donné, s'établit cette espèce de ras-le-bol aussi de l'establishment politique, des vieilles façons de faire, parce que tu te dis, ouais, mais c'est pas ça que tu avais dit. Dans ta campagne, c'est pas ça que tu disais du tout. Tu sais. Anticosti, ça devait donc être un joyau, on ne devait jamais toucher à ça dedans. Un jour au lendemain, bang, ça y est, c'est vendu. Tu sais, ça ne marche pas. Là, tu sais. Et plus on va être dans la rue et sur les réseaux sociaux, etc., pour dire non, c'est pas ce qu'on veut. Plus je pense qu'on va réussir à faire bouger les choses. Dernière question. Pour pas du chemin de ce que Myriam a avancé tantôt, je ne sais pas si pensez-vous que le mur, je veux dire, temporel qu'il y a avec la contrainte environnementale est suffisante pour amener un modèle de décroissance économique. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Là. Oui, sûrement. Peut-être François, d'ailleurs, peut-être. Mais c'est ça, pensez-vous que en dépend de la croissance des pays développés, puis peut-être même de la croissance des pays en voie de développement, ce serait nécessaire de penser à établir un système comme ça pour justement venir à bout pour rejoindre nos contraintes climatiques? Je pense qu'on n'aura pas le choix. Je pense qu'on va se retrouver dans une situation où, tu sais, c'est comme si l'humain devait... c'est comme s'il fallait qu'on frappe le fond là, pour rebondir, là, tu vois. Et on ne l'a pas encore frappé. Même moi j'ai l'impression que... Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une voiture là, qui roule à 300 000 à l'heure devant le mur, puis que, tu sais, on pourrait au moins ralentir, là, tu sais. Non, on est à fond, puis... Tu sais, s'il y a de quoi, là, ils ont sorti une nouvelle pédale à gaz qui va nous permettre de passer à 325. Là, fait que là, ça nous intéresse. Là, puis là, on dit, ouais, mais peut-être que si on va à 325, ça va nous permettre de faire un U-turn pour revenir. Tu sais, j'ai écrit un chapitre dans le livre où je parle de la conscience. Tu sais, ce qui nous a amenés comme humains, là où on est, c'est notre
pouvoir de conscience, on est capable d'avoir une conscience quand on analyse un fait. Et on se sert de notre intelligence et de notre conscience pour se construire des arguments pour nous convaincre nous-mêmes, tu vois. Hey, à un moment donné, là, tu sais, c'est comme... On est tellement ancré dans ce système de consommation et de... que, tu sais, pour nous, il y a comme... C'est comme s'il n'y avait pas d'autre voie. Alors qu'on n'a pas besoin de reculer très loin, là. Moi, mes grands-parents étaient sur une ferme de subsistance. Je veux dire, c'est ceux qui mangeaient local. C'est sûr. C'était pas de mode, là. C'était comme ça. T'sais. Puis on mangeait pas ça des fraises en janvier, ça n'existait pas, tu comprends? Mais on suivait les saisons. Tu comprends? C'est pas si loin. On pourrait avoir une qualité de vie beaucoup plus grande. Et moi, je pense que le plus grand bond qu'on va faire en termes d'environnement, c'est quand on va réussir par la science à relier de plus en plus santé publique et environnement. C'est ça qui va faire que les gens vont probablement vouloir, à un moment donné, dire « OK, là, ça va, là, les pesticides, les ci, les ça. » Parce que, tu sais, la plus grande erreur qu'on a faite dans notre lutte sur les changements climatiques, on est revenu, on a mobilisé le monde, c'était super. Puis quand je dis on, évidemment, je parle de beaucoup de groupes et de scientifiques et tout ça. Et en présentant la réalité, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis beaucoup trop petits devant la montagne à gravir. Alors, il faut aussi penser en termes de communication pour ne pas non plus effrayer tout le monde. Mais on est devant le plus grand défi auquel on peut faire face. Et dans ce défi-là, qui est à la fois environnemental et économique et social, il faut faire tomber les frontières, il faut faire tomber les murs, il faut faire tomber et essayer de ramener ça. C'est sûr que nous, on sera en décroissance, puis d'autres auront une petite croissance. T'sais. Mais si ceux qui commencent à avoir une petite croissance disent hey, super, on peut manger du steak en fin de semaine, ça ne marchera pas. Tu comprends? En même temps, qui sommes-nous pour dire aux Indiens et aux Chinois non, tu n'auras pas un véhicule, toi là, si j'en ai deux dans ma cour, ça ne marche pas. Tu comprends? Et tout ça mis ensemble fait que là, à un moment donné, tu te dis hey, wow, le pouvoir d'en haut, je suis plus capable. Puis ensuite, tu vois l'autre qui est président de la banque qui gagne 23 millions par année. Tu sais, à un moment donné, c'est tout ça. Alors, où ça s'en va? C'est François qui va être. C'est un bel alliage de belles photos, d'un beau livre, mais en même temps où il y a beaucoup de contenu. Tu sais, des fois, tu achètes, tu vas à une exposition, je ne sais pas moi, de Raphaël ou Van Gogh, tu achètes le livre, tu le laisses là, puis ah, c'est vrai, j'avais acheté ce livre-là à 150$. Bien, ce livre-là, à le contenu, il n'est pas cher et il y a beaucoup de photos. Et le chapitre économique à la fin est très bon, moi j'ai trouvé. L'avantage qu'on a d'avoir eu Jean Lemire ici, c'est que nous, on est des académiques, on est des gens qui sont très cérébraux et tout ça. Et lui, il est ça aussi, mais en même temps, il y a une moitié que beaucoup de nous n'avons pas, qui est l'expérience sur le terrain. Lui, il l'a vu, c'est quoi le changement climatique. C'est pas le modèle de Kuznets ou c'est pas seulement des modèles mathématiques. Il est capable d'allier la réalité des choses et il est venu ici en témoigner. Mais en même temps, avec le savoir et les connaissances scientifiques dont on a besoin. Alors ça, c'est un témoin privilégié, puis je te remercie encore une fois énormément d'être venu partager ça avec nous. Il y a beaucoup de messages que je retiens, je ne vous parlerai pas longtemps, mais un des messages importants que moi, je répercute beaucoup, c'est que le paradigme dans lequel on vit en ce moment, le statu quo, bien, Jean l'a dit, il ne fonctionne pas. Okay? Il a comme atteint la limite, pas seulement au niveau environnemental, au niveau de la répartition des revenus, au niveau de la mondialisation. Et je pense que c'est bon de se poser les questions. Hein? Le poète Rilke disait toujours que les questions sont plus importantes que les réponses. Bien, je pense que Jean, il nous fait poser une très bonne question en ce qui a trait à l'environnement. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? La pédale d'accélérateur à 325, là, je pense qu'on l'a déjà utilisée puis qu'il n'y a plus de gaz dans le réservoir. Je veux finir par
c'est votre génération à vous, c'est le rôle des étudiants. Il a parlé des vecteurs d'agents de changement. C'est vous qui allez porter ce message-là. Je crois beaucoup, moi, quand je parle d'être polyglotte, parler le langage économique, parler le langage environnemental. Quand on parle en connaissance de cause, souvent, moi, c'est ce que je reproche un peu au mouvement écologique, c'est on parle, on est très discursif, mais on ne connaît pas vraiment quelles sont les choses. Donc, tu as parlé du marché du carbone, la taxe sur le carbone, mettre un prix sur le carbone, parler aussi des cibles et tout ça. C'est de mettre tout ça ensemble. Et vous avez ce savoir-là. Et c'est important de parler toutes ces langues-là. Le langage environnemental, le langage écologique, le langage du développement durable, le langage économique. Tout ça, ça fait une force qui va faire que vous allez devenir la masse critique qui allait porter ce message-là, mais d'une façon éduqué et articulé, et moi je dis toujours que l'argumentaire est extrêmement important. Alors vous êtes les gens qui allaient incarner ce mouvement de changement-là. Je veux terminer par remercier ceux qui m'ont aidé. Moi, j'ai juste eu l'idée, j'ai rien fait. J'ai dit, on devrait inviter Jean Lemire. C'est vraiment tout ce que j'ai fait. Mais les gens du REUS et les gens du CUF toute une petite armée de personnes qui m'ont aidé à monter cette conférence-là et à réfléchir, parce que c'est un moment de réflexion privilégié avec un témoin privilégié. Et je voudrais remercier en particulier Myriam, Ariane et Fanny, et aussi Isabelle Huard des communications. Merci beaucoup à ce quatuor-là. Et le livre est ici, si vous voulez poursuivre la réflexion. C'est un ouvrage de très grande qualité qui nous amène à réfléchir sur ce que va être demain. Et de demain, il n'est pas très loin en ce qui a trait à l'environnement. Donc, je pense qu'il faut faire quelque chose très rapidement. Alors, encore une fois, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour remercier Jean.